Je suis ravi d'accueillir Pierre-François qui dirige notamment la division client de Swiss Life. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc on va parler d'expérience et de relations clients aujourd'hui ensemble. Premier point un petit peu, comment vous voyez les principaux défis, on sort d'une période de Covid, comment vous voyez les principaux défis en matière de relations clients dans le secteur assurantiel? Alors dans le secteur assurantiel, effectivement, le Covid a généré tout un tas de fonctionnements et d'attentes assez différentes, mais très fortes, en particulier en termes d'utilisation des nouveaux outils, de réactivité. Le Covid a fait déclencher énormément tout ce qui est télétravail derrière, et donc les gens sont de plus en plus habitués aux nouveaux outils, donc ils attendent vraiment qu'on soit réactif sur ces nouveaux outils. Ils attendent aussi beaucoup de conseils. C'est peut-être un élément intéressant pour nous et qui n'est pas paradoxal du tout. On reste une matière qui fait un peu peur encore. On a beau dire l'assurance, on veut simplifier, il faut que tout le monde ait accès facilement, etc. Swiss Life intervient sur tous les métiers, assurance vie, santé, prévoyance, dommages, avec des cibles qui sont plutôt des cibles patrimoniaux, travailleurs non salariés, petites entreprises et du particulier, et avec des services et des offres qui nécessitent quand même une attention vis-à-vis du client. Et donc on se rend compte que l'équilibre entre ce qu'on entend régulièrement, digitalisation, numérisation, réactivité, il doit vraiment se faire cet équilibre avec l'expertise, le conseil, l'écoute et répondre aux attentes des clients qui expriment beaucoup plus des volontés de liberté. Et donc répondre à ces libertés de choix, c'est un point majeur pour Swiss Life, effectivement. Très clair. Et dans le secteur, on voit qu'il y a eu l'apparition depuis 2-3 ans de ce qu'on a appelé un peu les insurtech. Comment vous regardez un peu ces acteurs qu'on présente un peu à tort ou à raison, vous me dire, comme les champions un peu de l'expérience client. Donc c'est toujours… Alors, ils ont la grande force, on les appelle aujourd'hui insurtech, il y a toujours eu ce que j'appelle des nouveaux entrants. Un nouvel entrant, souvent, il part un petit peu de zéro. Donc, nouveau système d'information, pas de stock client, pas de stock de contrat. Donc, quelque part, c'est la belle vie. Donc, d'une certaine manière, heureusement qu'ils ont une expérience client qui est meilleure presque que les vieux de la vieille qui ont des gros stocks, qui ont des contrats anciens, des systèmes d'information qui ont un peu vieilli parfois et qui doivent renouveler. Donc, pour nous, c'est vraiment un observatoire très intéressant. Donc, regardez ce qu'ils font. Être à l'écoute de ce qu'ils font, voir aussi dans quelle mesure il y a des succès et puis il y a parfois des choses qui le sont moindres. Ce qu'on constate quand on écoute aussi nos clients et nos réseaux de distribution, Swiss Life est une entreprise qui travaille avec beaucoup de réseaux de distribution, en particulier le monde du courtage, des agents généraux, des réseaux salariés, c'est que la relation client reste très importante. Nous, on est des partisans de ce qu'on appelle le phygital, c'est-à-dire à la fois la relation physique et la relation digitale, et que l'insurtech n'est pas en soi un gage de réussite. Ce qui est un gage de réussite, c'est un équilibre global. Et donc on essaye d'aller chercher ce qui nous semble le plus intéressant, mais sans en faire non plus une structure à copier systématiquement. Et quand on regarde aujourd'hui nos gros concurrents, j'ai rien contre les insurtech, mais ça reste quand même d'abord les très gros acteurs, quoi. On est dans un monde où pour l'instant, on n'a pas encore eu, on va dire, une révolution de l'insurtech sur la prise de marché. Par contre, certaines se positionnent très bien sur, je dirais, des outils, des services complémentaires, mais sur la distribution d'assurance au sens large, ça reste encore mesuré. Et ça peut avoir un rôle d'accélérateur de la transformation pour des acteurs justement plus traditionnels, par contre? Ah oui, tout à fait. Alors l'accélérateur typique, c'est que vous avez vos réseaux de distribution ou vos clients qui vous disent « vous êtes nuls, c'est mieux ailleurs ». Ouais. Et donc forcément, vous avez toute la liste de ce que vous n'avez pas et de ce qu'ont les autres. Donc c'est des aiguillons permanents. Donc oui, ça, sous cet angle-là, c'est très utile. Ce qu'on regarde nous, c'est quels sont les éléments qui nous semblent parfois un peu plus de l'ordre du gadget et les évolutions qui sont structurantes et sur lesquelles on sent qu'il y a des attentes très fortes. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui va tourner autour de ce qu'on appelle le self-care, c'est-à-dire que la capacité de nos clients d'interagir directement, de faire directement des actes eux-mêmes, d'obtenir directement des réponses en un temps à leurs questions, c'est majeur. Parfois, il y a d'autres évolutions. Le fait d'avoir une reconnaissance visuelle sur l'appli, c'est sympa, c'est pas révolutionnaire non plus dans nos attentes de nos clients à nous en tout cas. Donc voilà, on essaye d'être observateur et d'aller chercher ce qui nous semble le plus efficace. Et du coup, alors, ça fait une très bonne transition avec notre sujet. Justement, c'est aujourd'hui, on voit qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, des fois à bon et des fois à mauvais escient. En tout cas, le point, c'est dans le parcours assurantiel aujourd'hui, vous, qu'est-ce qui vous semble être les bons endroits où finalement ces outils conversationnels peuvent apporter une plus-value pour vos clients? Alors comme je l'ai dit, Swiss Life travaille beaucoup avec des réseaux de distribution variés. Donc l'outil de référence est majeur pour nous, c'est vraiment l'outil qu'on met à disposition aussi de notre distribution. Et donc
Un point très important, c'est la capacité de cet outil qu'on met à disposition de nos réseaux, qu'ils soient courtiers, agents, salariés, d'être efficace et de répondre à leurs attentes et de fonctionner avec les autres outils de l'entreprise, que ce soit les outils de gestion, on va dire, de back-office ou de contrat, cotisation, sinistre, etc., ou que ce soit les outils clients. Donc la capacité de gérer l'interfaçage, pour nous, est absolument clé. Donc ça, c'est vraiment un point important dans notre fonctionnement. Et de ce fait, on en est plus à travailler ces interfaces et à réfléchir à l'utilisation cohérente des données et des datas qu'à être vraiment pour l'instant dans des grands outils d'intelligence artificielle. Alors on pourrait citer, évidemment comme tous, on a fait des tests, des use cases comme on dit, sur les problèmes de fraude, sur tout un tas d'autres questions de ce type-là. Ça donne des résultats, c'est pas inintéressant, ça reste, on va dire, encore à l'état progressif et de test. On a la chance d'avoir quelques cas qui sont en production réelle, donc on utilise un certain nombre d'éléments de type IA, data mining, etc. Alors, en respect évidemment de tout ce qui est RGPD, parce que vous avez bien vu, hein, ces évolutions réglementaires sont quand même fortes, tout ce qui est CNIL, RGPD, donc ça donne des contraintes qui sont quand même non négligeables et qui, certes, garantissent un certain nombre de mises en œuvre opérationnelles, mais qui nécessitent quand même de prendre du temps et de valider l'avantage réel de la mise en œuvre de ce genre d'outils. Donc je dirais qu'on n'en est pas encore vraiment à une exploitation totalement industrielle, on en reste encore à des problématiques de tests et d'apprentissage progressif. Et en tout cas avec ce sentiment de bien garder cet équilibre et ce dosage entre la part de l'humain qui reste très forte et du digital qui devient être un outil voilà, qui… Ah oui, tout à fait. Voilà. Nous, l'équilibrage des deux est majeur, comme on disait, et d'autant plus qu'on a le sentiment que l'expression de la liberté des uns et des autres passe aussi par là. On sait très bien que nous, on souhaite que nos clients ou nos apporteurs puissent décider de leurs outils. Comme je disais, on cherche des clients un peu haut de gamme, ou en tout cas qui correspondent bien à nos cibles. Le client qui dit « moi, je suis à l'aise avec l'appli, j'ai pas de problème avec l'appli », très bien, on va l'accompagner, évidemment, on va l'aider. Celui qui dit « moi, je veux travailler avec un réseau de distribution, un apporteur, je dois avoir du conseil, je veux du conseil », on va aussi l'accompagner dans ce type-là. Donc la capacité de répondre véritablement aux attentes de nos clients, à respecter leurs choix et leur liberté, c'est un point sur lequel on est attentif parce qu'on pense… Et on reprend votre première question sur les évolutions, on veut dire sociétales, que c'est un vrai enjeu d'aujourd'hui. L'équilibre entre, j'allais dire, du sur-mesure client dans un environnement qui se doit de rester un peu industriel, sinon les équilibres économiques sont plus là. Donc cet équilibre-là fait partie vraiment de nos gros enjeux. Oui. Très clair. Et du coup, toutes ces travail qu'on a sur l'expérience et sur la relation client, on en attend quand même un bénéfice en termes de satisfaction client. Comment vous pilotez aujourd'hui, vous, ces éléments de satisfaction client? Est-ce que c'est vraiment un KPI qui fait partie des KPI qui sont très regardés au niveau de Swiss Life? Alors il l'est effectivement, principalement par le NPS, qui est le KPI, on va dire, standard aujourd'hui, qui a l'avantage… Net Promoter Score, voilà, Net Promoter Score, pardon, d'être voilà. bien structuré, d'être connu, d'être comparable. Donc on fait systématiquement auprès de nos clients, donc ça donne quand même une base de données très large. On est très attentif aussi à ce qu'on appelle les verbatims du NPS, parce que c'est derrière les verbatims qu'on se rend compte de ce qu'il y a ou ce qu'il y a eu comme difficulté. Parfois, on a des NPS qui se dégradent parce qu'on a des difficultés ponctuelles ou des anomalies de type X ou Y, donc on en tient compte, mais on essaye de pas non plus surréagir. On a aussi parfois des NPS qui s'améliorent pour des raisons qui sont aussi ponctuelles, pas non plus se glorifier au-delà de ce qui est nécessaire. On travaille beaucoup, on a aussi intégré des NPS de nos distributeurs, comme je disais, pour bien savoir dans quelle mesure la distribution est en adéquation et nous conseille, comme on dit, quand on est beaucoup avec le courtage, un courtier, c'est lui qui choisit pour son client le meilleur produit et donc il va aller voir les produits du marché. Donc on a aussi à satisfaire nos distributeurs. Et ça a aussi un effet qu'on trouve très important dans la problématique de segmentation client et de meilleure réponse aux attentes des clients. Nous, on est très partisans d'une segmentation saine et positive. Il ne s'agit pas de segmenter les clients pour dire il y a des bons et des mauvais clients, mais on segmente les clients justement en fonction des attentes dont on sait qu'elles peuvent être différentes. On a des clients entreprises, des TPE, ils ne vont pas avoir les mêmes attentes qu'un client qui va être un indépendant sans salarié, qui ne vont pas avoir les mêmes attentes qu'un patrimonial, etc. Et donc on essaye vraiment de s'adapter aussi à ce type de mesures et cette année, on va lancer des NPS par segmentation clientèle justement, pour mieux comprendre comment réagissent les clients en fonction de qui ils sont et de leurs attentes vis-à-vis de nous. Donc voilà, c'est un certain nombre de mesures. Le NPS, ça va assez loin. C'est un KPI, par exemple, qui est partagé par tous les collaborateurs du groupe et qui rentre dans ce qu'on appelle un objectif commun
qui participent au bonus des collaborateurs, à l'accès à l'intéressement, etc. Donc c'est pas juste pour rigoler, entre guillemets. Bien sûr. Et du coup, est-ce que ça permet de piloter un petit peu le retour sur investissement de tout ce qu'on peut investir en matière d'amélioration de l'expérience et de la relation client? Parce que c'est un sujet qui revient souvent, cette question, le nerf de la guerre, un peu de savoir si voilà, est-ce que c'est seulement une conviction ou est-ce que c'est véritablement aussi un investissement qui génère une rentabilité? Bonne question, question difficile. Je ne vais pas être prétentieux sur ce point, honnêtement, comme un peu sur la question sur les data tout à l'heure. On n'en est pas encore tout à fait là. C'est-à-dire que la capacité de mesurer un ROI, comme on dit, de toutes ces actions reste faible. On le fait de temps en temps. On a des actions, quand on fait des actions un peu ponctuelles, un peu organisées et structurées, là, on arrive à mesurer un certain nombre de choses. Donc c'est positif et ça nous permet d'imaginer d'autres actions demain. Dire qu'on le fait systématiquement et que je sais dire que tous les gens qui ont un NPS très positif, ou qui répondent 8 ou 10 sont plus rentables que ceux qui répondent, c'est encore trop tôt. On n'en est pas tout à fait là, pour être tout à fait clair. D'autant plus que la mesure de leur rentabilité au niveau d'un client, quand on fait de l'assurance, nécessite de prendre des positions un peu compliquées. Parce que si on commence à dire qu'en assurance dommage, dès qu'un client a un sinistre, il n'est pas rentable et que les clients qui n'ont pas de sinistre sont rentables, ça ne marche pas. On sait très bien qu'il faut mutualiser, et donc il faut prendre des positions de mutualisation, de répartition des risques, etc. Donc on arrive forcément à des mesures qui sont plus ou moins bonnes. Ce qu'on fait aujourd'hui, qui fonctionne assez bien, c'est qu'on a on a réussi à mettre en place une mesure de la valeur client, qui tient compte justement d'un peu l'environnement du client d'une manière globale, le nombre de contrats qu'il a avec nous, la typologie des contrats, le montant, le niveau. Donc c'est une première étape. On va aller vers ensuite une étape de lien entre cette valeur client et le service client derrière. Mais on va dire que c'est une étape à venir. Oui, non, tout à fait, mais vous êtes déjà sur le chemin. Et si on se projette un petit peu vers l'avenir, qu'est-ce que vous voyez arriver bon, pas non plus on va faire de la prospective à 5 ans, mais dans les 12-18 mois, qu'est-ce que vous voyez encore comme étant quelque chose qui va changer la façon dont on voit la relation client dans le secteur de l'assurance? Alors l'assurance, vous le savez, je pense pour ceux qui suivaient, mais sinon, on est un secteur très réglementé et la réglementation n'a pas tendance à se calmer. Et donc, si je prends tout ce qui est lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, en particulier en assurance vie, c'est très fort et très prégnant, à juste titre, mais ça entraîne des rigueurs et des organisations et des process qui peuvent être lourds. Et donc, un des points importants, c'est d'articuler les contraintes qu'on a et qu'on doit respecter et qui sont pour nous essentielles parce que c'est ce qui donne aussi confiance à nos clients. C'est ce qui montre qu'on fait les choses sérieusement. Ils nous confient leur argent en assurance vie, ils nous confient leurs risques d'une certaine manière en santé, en prévoyance, en dommages. À juste titre, ils n'ont pas envie qu'on fasse faillite. Ils ont envie qu'on soit là quand le sinistre arrive. C'est essentiel, on est là pour ça. Et donc, c'est un point majeur dans les attentes. Et donc, cet équilibre entre cette rigueur qu'on veut absolument maintenir, la solvabilité qu'on met en avant, la rigueur de notre fonctionnement, et une attente légitime de réactivité, de vitesse, de simplicité, c'est une certaine quadrature du cercle de l'assurance, à mon avis, de demain, sur lequel la différence se fera. Parce qu'un acteur trop lourd, trop complexe, trop galère, au bout d'un moment, les clients se disent « j'en ai marre, je vais voir ailleurs ». Un acteur presque trop cool, le risque est là qu'à un moment donné, certaines autorités de contrôle lui disent là, t'es peut-être pas assez sérieux, qu'il y ait des dérives, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait confondre vitesse et précipitation, comme on disait dans le. Ou en tout cas confondre simplicité et manque de rigueur, manque de professionnalisme et d'expertise. Donc cet équilibre-là, pour moi, est au cœur de l'évolution de l'assurance de demain. Et ce qui rejoint un petit peu ce sur quoi vous avez commencé, finalement, un peu cette idée qu'on peut aller vers le digital et en même temps, il faut garder le conseil. C'est un peu cet équilibre qu'il faut avoir là aussi, dans cette agilité et dans cette solidité et dans cette rigueur qu'on apporte. Donc toujours l'équilibre, réactivité, efficacité, professionnalisme, expertise. On est des vrais partisans de l'expertise. Nous, on ne se dit pas que tout le monde peut tout faire dans l'entreprise. Il y a des métiers et on veut être fort sur nos métiers. Très bien. Écoutez, je trouve que cet échange était très enrichissant. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Super, merci de votre invitation et plein de bonnes continuations à cette série. Merci beaucoup.